Salut, vous êtes sur Click, vous regardez Get Busy numéro 2, enfin numéro 2 de cette nouvelle formule, parce que si vous avez suivi depuis le début, c'est Get Busy numéro 13, sauf si on ne compte pas l'émission qu'on a perdue avec Solo, dans ces cas-là, c'est Get Busy numéro 12. Voilà, Get Busy, c'est plein de calculs super sympas à faire chez soi, entre amis ou en famille. Get Busy avec une équipe un petit peu réduite aujourd'hui, on n'a pas Eros qui fait une sieste réparatrice avec une perfusion de glucose, et on n'a pas Free Worker qui est en train de réinventer le futur. Mais en tout cas, il est là, l'ange déchu, coupable d'avoir trop aimé, Cher. Bonjour. Comment ça va? Je suis content de te voir. Enfin, pas que. Sur une échelle de 1 à 10, comment ça va? 8. C'est ouais, pas mal. Voilà. Le roi des nuits de Djerba, Ouais. David? Djerba en Tunisie. Ouais. Sur une échelle de 8 à 4, comment ça va? On est très bien, on est très bien. Dans le 3 majeur, émission culturelle, on est très très bien. Et puis évidemment un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Frédéric Tadei, présentateur, journaliste, même si je sais que vous préférez être qualifié de présentateur. Animateur de débat. Présentateur. Animateur, c'est le top. Ça fait tout de suite la porte magique, la roue de la fortune, tout ça. Oui, ça fait tout. Je fais un sale métier et ça te le rappelle et ça t'invite à le faire le mieux possible. Avant ça, vous avez fait plein de choses, de la presse, de la radio, de la télé, vous avez travaillé à Actuel, vous avez écrit dans l'Idiot International, Figaro Magazine, c'est pas grave, on est entre nous. Des choses qu'on assume. La radio, Radio Nova, Europe 1, c'est encore le cas d'ailleurs, non? Oui, toujours. La presse aussi, lui, vous avez dirigé lui, c'est encore le cas aussi? Je dirige toujours lui. D'accord. La rédaction. La rédaction. La rédaction. Et puis la télé, évidemment, avec Nulle part ailleurs, aux côtés de Jérôme Bonaldi. Et puis Dardar, cette petite émission d'1 minute 30 où vous décodiez des sens cachés et des choses comme ça dans les tableaux, dans les œuvres d'art. Et puis actuellement, vous êtes sur RT France pour Interdit d'interdire. Mais surtout, vous étiez sur le service public, monsieur Ce soir ou jamais. Cette émission où vous invitiez un petit peu tout le monde. Tout type d'idées pour des débats un peu animés. Taisez-vous, par exemple, ça en faisait partie. Un classique. Voilà, ouais, un grand classique. Ça, c'est pour votre biographie un petit peu. Vous avez oublié Paris Dernière, dont je suis très fier. Paris Dernière, exact. Ah c'est ouais. vrai, je l'avais oublié aussi. 8 ans, quand même. Ouais. Tu me feras penser de plus perdre mes fiches. Il était couché à cette heure-là, il ne pouvait pas les regarder, c'est pour ça. Ça, c'est pour la biographie un petit peu plus large. Moi, j'ai lu dans votre biographie sur Internet, donc c'est sur Internet, donc c'est forcément la vérité, qu'après votre bac, vous vous êtes inscrit 6 ans de suite dans 6 cursus différents à l'université. Ouais. Vous n'avez pas fini une seule année. Donc, je voudrais savoir, Frédéric Tadei, si vous estimez être un exemple pour la jeunesse française. Non, et j'ai toujours bien recommandé de ne pas suivre cet exemple-là, et je ne cesse de le dire à mon fils aussi, d'ailleurs. Non. 6 premières années, effectivement, Donc, je crois que c'est le record. Hein. Donc tu recommandes aux gens de ne jamais aller à la fac? Ah si, mais d'y aller... moi j'y allais pas du tout pour passer... J'ai même pas passé d'examen, rien. Moi c'était juste pour avoir la sécurité sociale. L'ambiance, quoi. Ouais, et puis les filles Même pas aussi. dans une quête de connaissances ou quoi que ce soit, c'était juste y Non, aller j'étais pour, pas assez... à ce moment-là, j'étais pas assez mûr. J'aurais dû commencer mes études vers 25 ans, moi. Entre 20 et 25 ans, j'avais pas du tout envie d'un apprentissage scolaire. J'avais envie de faire ma propre route. Tu es issu pourtant d'une famille au capital culturel et tout ça, qui aurait pu déjà te mettre sur cette voie-là. Ah oui, non, mais de ce côté-là, ça allait. Enfin, quoique non, moi je me suis fabriqué tout seul. Mais, et justement, croyant que je pouvais me fabriquer tout seul, je n'avais pas besoin de l'université pour ça. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Mais à un moment, j'aurais bien aimé, vers 25-26 ans, je me suis dit, ah là, j'aimerais bien quand même. C'est souvent ça, c'est souvent le cas en réalité, ce retour un peu tardif à des choses qu'on peut regretter. L'autre chose que j'ai noté dans votre bio, c'est que vous avez été repéré par Bizot, Jean-François Bizot, donc qui était... Jean-François Bizot, c'est Actuel, c'est le cofondateur de Nova, c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par... cet immeuble. Voilà, les cultures underground et les On est dans les anciens locaux de Radio Nova. Exactement. Exact. Et donc, il vous a repéré quand vous dirigiez un magazine qui s'appelait Maintenant. Ouais. C'était quoi ce magazine exactement que vous aviez créé? J'avais 29 ans et demi, ça faisait 10 ans que j'étais en vacances. Je me suis dit, à un moment, il faudrait bien que je commence un truc. Et puis... comme je connaissais personne dans la presse et que je voulais me faire engager dans la presse, je me suis dit le meilleur moyen, c'est de créer un magazine. Comme ça, je parlerai d'égal à égal avec les patrons de presse. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone à 2h du matin de Jean-François Bizot, qui m'a dit on peut se voir. Je lui ai dit bah oui, viens. Et à l'époque, coup de chance, j'habitais un loft à Ivry. Il a adoré ça tout de suite. J'aurais eu un appartement dans le 16e, on serait beaucoup moins bien entendu, mais le loft à Ivry, il a adoré. Et le contenu de Maintenant, c'était quoi, grosso modo? C'était le premier magazine entièrement thématique. Donc il y avait un thème, et d'ailleurs le titre du journal, ça Jean-François avait adoré, le titre du journal était moins voyant que le thème, puisqu'on vendait le thème mais pas le journal. Le thème, c'était pas Ici et Maintenant, comme la radio? Non, du tout. Non, le thème, le premier thème, ça s'appelait Les Méchants, parce que c'était un moment très particulier que tout le monde a oublié en mai 90. Il y a eu la paix dans le monde.
Et le plus drôle, c'est que depuis le temps que tout le monde la souhaite, personne ne s'en est aperçu. La paix dans le monde, dans quel sens? Au moment dans où le la guerre sens froide où il n'y s'arrête? a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des petits conflits, mais il n'y a plus aucune guerre. Et non seulement il n'y a plus aucune guerre, mais tous les grandes figures de la méchanceté sont en train de se reconvertir, de nous dire qu'elles ont changé, qu'elles sont sympas. C'est le cas en Union soviétique, c'est le cas dans à peu près toutes les dictatures. Ils sont tous en train d'opérer un virage qui est assez intéressant, et c'est ce que je racontais dans ce journal qui s'appelait Les Méchants. Donc une période très chiante. Ben, qui risquait d'être une période chiante. Par chance, il y en a un qui s'est dévoué. 3 mois après, Saddam Hussein envahissait le Koweït et on repartait pour un tour. On se trouvait de nouveaux méchants. Le salut par les Arabes. J'ai toujours pensé ça. Avec une création en même temps de la figure du méchant très formidable. occidentalo-centré. Ouais. Et d'actuel, quel souvenir et quelle expérience t'en tires? Actuel, c'était un endroit qui était formidable. J'aimais beaucoup Jean-François, j'étais très proche de lui. Et c'était la possibilité, c'était une époque où on pouvait parler de tout sans jamais regarder la télé, par exemple. À Actuel, il y avait zéro culture télé. Personne ne regardait la télé. Et j'ai gardé ça, d'ailleurs, je ne regarde jamais la télé. C'est vraiment un leitmotiv, ça, chez toi. C'est vraiment un étendard que tu portes au quotidien. Parce que je pense que ça change. Le discours sur le réel, maintenant, est un discours sur la télé. Nous, à l'époque, on faisait le tour du monde. On allait au bout de la planète pour trouver des choses à raconter. Ça, c'est intéressant parce qu'avant, souvent à la télé, on voyait des revues de presse. Et maintenant, on a l'impression que en fait, la presse regarde la télé avant d'écrire. Et comme la télé regarde la presse, enfin c'est... Un peu moins, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si demain, il n'y avait plus de journaux, de la presse écrite, je me demande de comment on alimenterait la plupart des émissions de télé. Et le changement entre cette époque où on pouvait quand même oser, être différent, faire les choses par rapport à aujourd'hui. Ça, je ne crois pas. Toute époque a son conformisme et elle a sa contre-culture. Actuel a été d'abord la contre-culture au tout début, quand j'étais enfant. Le premier Actuel, le deuxième Actuel, c'était encore la contre-culture. Moi, quand j'arrive, Actuel, déjà, les anciens d'Actuel sont devenus ministres, ont eu le prix Goncourt. C'est plus tout à fait la contre-culture. Et comment finalement, alors tu expliques ça aussi? C'est-à-dire que des gens qui démarrent dans la contre-culture, finalement, au terme de leur parcours... Pas tous, mais certains. Un certain nombre deviennent des gens extrêmement installés. Parce que de Actuel, il y a eu Nova, et Nova était pratiquement le laboratoire pour Canal, un peu. C'est-à-dire que Canal... D'abord, Jean-François était actionnaire de Canal+, au tout début. Et c'est vrai que Alain de Greff, qui partageait beaucoup de choses avec... Je me suis très bien entendu avec les deux, sans doute pour cette raison, parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Alain de Greff avait l'habitude, effectivement, quand il manquait quelqu'un, d'aller voir ce qu'il y avait à Nova. Il en a recruté beaucoup. Et dont moi. Justement, Nova, ça a été un peu les précurseurs sur le hip-hop en France, avoir ressenti ça. Déjà dans Actuel, il y avait les premiers articles de Bernard Zécry, puis après avec Radio Nova. Toi, quel regard tu avais sur ça? Ça ne t'intéressait pas plus que ça? Si, bien sûr. Moi, j'étais beaucoup à Radio Nova, ne serait-ce que parce qu'il y avait une ambiance musicale et très noire. Et moi, je dois reconnaître, je suis un peu raciste, je préfère la musique noire. Donc Nova me plaisait énormément. Nova était quand même assez mélangé. Hein. C'était pas une radio hip-hop, mais il y avait du hip-hop comme il y avait le reste. Je me souviens d'un voyage avec Jean-François en Jamaïque, où on passait notre temps dans les studios à dévaliser, à acheter des disques partout pour alimenter Nova en son que tu ne trouvais nulle part ailleurs. Et justement, toujours dans la lignée de Nova, il y avait aussi Jacques Massadian, qui était l'instigateur du Globo, des soirées au Globo. Donc Nova a toujours été un peu central par rapport à... Il y avait Rémi Kolpakopoul, il y avait évidemment, il y avait tout le monde. Mais tu mentionnais tout à l'heure, pour pas trahir un secret d'alcôve, mais justement qu'un des seuls articles que tu as du mal à assumer maintenant est un article de cette époque du magazine Actuel. Un article co-écrit. Voilà, co-signé avec Ariel. Laisse le balancer le nom. Je te laisse le laisse le balancer le nom. Co-écrit avec Ariel Wiesman et où on annonçait la mort du rap. La fin du rap. Daté de quelle époque à peu près? Je ne sais plus, ça doit être 80... Début 90 12. Non, Ariel est arrivé plus tard que moi. Ça doit être... Ça, c'est la période où vous avez arrêté d'être avant-gardiste. Non, mais je sais pas... Non, mais moi, j'étais pas d'accord. Mais t'as quand même accepté de il te dirait peut-être que non, c'est moi qui avait voulu absolument qu'on annonce la mort du rap. Mais, tu lui donnais pas la contradiction pour autant dans l'article? Non, c'est-à-dire qu'on s'était partagé un peu les tâches et donc on avait traité plein de sujets différents. Et à la fin, je découvre que
on annonce la mort du rap. Et qu'est-ce qui justifiait que le rap allait mourir? Plus du tout, mais pour moi, c'est un gag. Hein. D'accord. Mais Ariel est un des types les plus branchés que j'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire qu'il avait toujours de l'avance sur tout le monde, mais parfois, tu te retrouves, tu as tellement d'avance que tu te retrouves seul. C'est-à-dire que tu te retournes et personne t'a suivi. Il a annoncé, à mon avis, la mort du rap avec beaucoup de bonne foi. Il doit avoir de très bons éléments pour le penser. Il se trouve que l'avenir l'a démenti, mais c'est le problème de tous les prospectivistes. Hein. Tu peux pas. Ça peut être une posture aussi après des fois de se dire voilà, je vais être tellement branché qu'au final ça devient une coquetterie. Oui, voilà, final, comme souvent les branchés, si tu veux, quand après tout le monde aime la même chose que ce que tu as aimé toi, il faut aimer quelque chose. Tu as envie que ça marche plus. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça que j'appelle une coquetterie en la matière, quoi. Et toi, par contre, tu es resté fidèle à tes passions, tu penses? À mes passions à moi? Oui. Moi, j'ai des passions, j'adore le jazz, mais il n'empêche que le jazz est mort pour moi. Hein. J'ai beaucoup aimé le rock quand j'étais adolescent. Le rock est mort pour moi dans les années 70. Enfin, ce qui s'est fait depuis, on fait des disques de rock, mais ça n'a pas grand intérêt. C'est comme on fait des disques de jazz, et parfois même des disques de jazz que j'aime bien. Mais on n'invente plus rien. Et c'est le cas dans beaucoup de choses. Et tu penses, justement, à la télé, on invente encore quelque chose? Alors, pas depuis, on va croire que je suis de parti pris, mais pas depuis... Que t'es parti. Non, pas depuis la nouvelle présidence de France Télévisions. Je dois dire que absolument rien n'est... Mais c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, donc je peux le dire, sans que ça ait l'air d'être méchant, mais on n'a rien inventé de nouveau, non. Maintenant, on n'invente pas beaucoup de choses non plus. Hein. Pour moi, les trucs un peu marquants... ça se compte sur les doigts d'une main. Moi, je ne regarde pas la télé, mais quand on me dit qu'il y a un truc nouveau, je vais le voir. Et parfois, c'est vraiment nouveau et intéressant. Je me souviens du petit journal quand c'est né. J'ai trouvé ça nouveau et intéressant et je l'ai regardé pendant un certain temps, comme ça, picorant. Je ne sais pas, je venais dormir chez moi ou je ne sais plus comment ça s'appelle. J'irai dormir chez vous. Voilà, ça c'était un concept intéressant. Terre inconnue, c'est aussi un concept original. Enfin voilà, tu t'ajoutes ce soir ou jamais, et puis allez, touche pas à mon poste. Voilà, à peu près tout ce qu'on a fait de nouveau à la télé depuis... Tu trouves, touche pas à mon poste? Il y a un beau grand écart. Oui, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Non, sans le juger, justement. Mais c'est un concept lié aussi à la personnalité du présentateur, à la façon dont il le fait, qui est, que je trouve, singulier. On n'avait pas fait ça avant. Il suffit pas de se dire, allez, je mets une table, je mets des chroniqueurs autour, et c'est la même mission. Tu parles de nous, là. Mais non, ça a été le cas. Finalement, touche pas à mon poste, c'est une sorte de ciel Montmardi. Oui, c'est ça, c'est une table avec des chroniqueurs autour. Mais c'est pas pour autant que c'est la même chose qu'avant. Non, et ça tient avant tout, je pense, à la personnalité de Cyril Hanouna. Ça tient à l'animateur, essentiellement, parce que c'est quand même l'animateur qui donne le là. Et qui laisse s'exprimer ou pas les gens, et puis aux gens qu'il a choisis, évidemment. Et encore une fois, je ne parle pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je m'en fous. Mais c'est sûr que c'est un événement télévisuel. Il n'y en a pas tant que ça. Je vous dis, pour moi, ça se comptera sur les doigts d'une main. Peut-être deux, mais depuis le début du XXIe siècle. Donc, Cette idée justement d'inviter des gens et de les laisser parler, etc., c'était un petit peu le concept de Ce soir ou jamais, où peu importe si tu étais d'accord avec eux ou pas, ils venaient et Ce soir ou jamais, ce qui me semble être l'originalité de Ce soir ou jamais, c'est pas tellement que les gens, je les laissais parler et que j'invitais tout le monde, parce que ça, Bernard Pivot ou Jacques Chancel l'avaient fait avant moi. Ce qui était très particulier et que personne n'avait fait avant, c'était de faire commenter l'actualité par des intellectuels et des artistes. Normalement, l'actualité est toujours commentée soit par des politiques, soit par des journalistes, et éventuellement maintenant par monsieur et madame tout le monde, mais les artistes et les intellectuels, on s'en méfie comme de la peste, surtout dans leur variété. Vous avez quelques artistes et quelques intellectuels à qui on demande leur avis et qui vous racontent qu'ils sont de gauche, qu'ils aiment le tiers-monde, etc. Mais de faire vraiment débattre des gens sur l'actualité, et que ce soit des intellectuels et des artistes, ça c'était vraiment original. Tu cites Jacques Chancel, et moi ce que je trouvais, c'est que Ce soir ou jamais, c'était peut-être le mix parfait, enfin parfait je ne sais pas, mais entre le droit de réponse de Pollack et le grand échiquier de Chancel. Oui, il y avait un peu de tout ça. Alors à Pollack, moi j'aurais fait le reproche que c'était quand même le tribunal populaire, c'est-à-dire que l'émission défendait
un point de vue à charge contre un certain nombre de ses invités. Voilà, c'était pas juste. Et puis on invitait 40 personnes, on en mettait tout au fond. Et puis forcément, ceux du fond, ils s'énervaient. Vous voyez, quand le professeur Choron... D'où les cendriers. Quand le professeur Choron est mis tout au fond là-bas, alors qu'on enterre Harakiri ou Charlie Hebdo, je sais plus, c'est évident qu'il va se révolter. Donc c'est pas juste. Moi, j'ai jamais fait ça. Maintenant, évidemment, il y avait une liberté de ton, dans droit de réponse qui pour ça, je dis un peu du Jacques Chancel aussi. Voilà. Oui. Et chez Chancel, c'était autre chose. Alors là, c'est plus sur le côté culturel. C'est quand je faisais une grande émission, toute une émission autour de Michel Legrand, d'Alain Delon, de Johnny Hallyday. Là, il y avait peut-être un côté Chancel, mais j'invitais pas tous ses amis, comme le faisait Chancel au temps du Grand Échiquier. Il y a des gens comme ça qui vous inspirent, dont vous voulez être digne, mais c'est pas pour autant que vous les copiez. Mais même dans l'audience, finalement, je trouve, de Ce soir ou jamais, c'était capable de fédérer des gens, d'être extrêmement populaire, au final, par les invités que tu invités sur le plateau, leur prise de position, et ça pouvait être aussi très élitiste et tout ça. Donc il y avait vraiment... Moi, je crois que c'était une émission... quelque chose de très fédérateur chez Ce soir ou jamais. C'était une émission ambitieuse, mais quand même grand public. Mais c'était pas non plus une émission... C'est-à-dire que c'était une émission qui faisait grosso modo 700 000 téléspectateurs, ce qui est énorme quand pour une émission aussi ambitieuse. Mais c'est pas non plus... voilà. Et après, tu faisais quelques émissions qui étaient au-dessus du million, et c'était très bien. Mais ça reste des programmes quand même. Alors que, encore une fois, que je trouve que pour étant donné le niveau de l'émission, c'était énorme. Mais c'est pas des émissions grand public. Ce dont rêvent les gens qui connaissent pas bien la télé et qui se mettent à en faire et à qui on donne le pouvoir d'en faire, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'en baissant le niveau, on va devenir grand public, alors que c'est totalement faux, c'est toujours le contraire. Et c'est parce que tu vas être... Dardar, c'est quoi? C'est parler de peinture en 1 minute et demie. Il y a des gens que la peinture n'intéresse pas, mais tu as un horaire où ils vont se retrouver devant, donc tu les prends par surprise, et tu vas être, non pas, tu vas pas vulgariser la peinture, ce serait horrible, tu vas être clair. C'est-à-dire que c'est un gros effort. Ce qui est déjà un challenge en soi. Ce qui est un challenge, et ce qui te prend beaucoup de temps. À une époque, je disais, ça me prenait plus de temps de faire un Dardar que de faire un Ce soir ou jamais. C'était pas vrai, mais quand même. C'était une capsule de 2 minutes, c'est ça, Dardar? Même pas, 1 minute 15, 1 minute 30. Mais tu fais un très gros effort pour être clair. Voilà. Et tu vas non pas simplifier, non pas vulgariser, mais clarifier. En parlant de culture, on va écouter un de tes choix. Oui. Voilà. Je me suis dit que vous n'auriez pas souvent l'occasion de les écouter. Oh, le mépris! Alors qu'on écoute du jazz, tous les jours. Lui est un fan de jazz. Oui, mais attention, là c'est pas du jazz burkinabé. Oui, c'est du jazz que tu as choisi, donc c'est du jazz supérieur. Qui tire le public vers le haut. On est tout à fait d'accord avec toi. Qui tu vas mettre là? Eh bien, ils vont le lancer et tu vas les annoncer. Oh, le jazz. Pardon. Interminable jazz. Oh mon Dieu. Vous êtes des enfants. Oh, oui. Alors papa, éduque-nous. Je dirais Sarkozy qui parle à Martinon, tu n'es vraiment qu'un enfant. Oui, c'est vrai. Là, c'était Julian Cannonball Adderley. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai commencé à écouter du jazz adolescent. C'était le saxophoniste, celui qui jouait de la trompette à côté, c'est son frère Nat Adderley. Tout est dit, là, si vous voulez. C'est une révolution. Après, quand tu as écouté ça, tu as beaucoup de mal à revenir à écouter du rock, par exemple. Tu vois, il y a le côté country du rock qui tout à coup prend toute la place. Moi, je trouve ce qui est dur après avoir écouté ça, c'est d'écouter quelqu'un qui t'en parle. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je ne m'attendais pas à faire la désannonce. On te met à contribution, on prend modèle sur toi. La prochaine fois, faites-moi annoncer le disque plutôt que le désannoncer. Donc tu reviendras, c'est ça que tu veux me dire. Finalement, donne-lui les clés de l'émission, c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut faire chroniqueur permanent. Moi, je voudrais revenir à comment, avant d'arriver à Ce soir ou jamais, ton passage de la presse à la télé. Comment il se fait et comment tu envisages ça? Tu vas tête baissée, tu réfléchis, tu hésites? Et c'était... à un moment, tu le sentais à cette époque-là.
d'autres que moi, c'est arrivé. Tu sens que la télé commence un peu à venir tornifler. Et je me souviens que Michel Polac, dont on parlait, m'avait appelé déjà pour que je vienne faire une émission qu'il comptait faire sur M6. Il voulait que je sois chroniqueur. Je lui avais dit oui, pourquoi pas, mais enfin, j'avais pas très envie. C'était l'époque où il y avait beaucoup de chroniqueurs, justement. Et ça me disait pas trop. Et puis finalement, c'est Jean Dernalier qui lui a piqué l'émission. Et donc, Jean Dernalier aussi voulait que je vienne. C'était là où c'était l'émission où j'étais des livres sans arrêt. Oui. Et puis, à un moment, j'ai reçu un coup de fil à Radio Nova, d'ailleurs, totalement par hasard, parce que quand on t'appelait à Radio Nova, il fallait avoir vraiment du bol pour tomber sur l'appel. Hein. Et il se trouve que j'étais là, et c'était nulle part ailleurs. Et la première réflexion, quand on me dit, voilà, on s'intéresse, vous ne voudriez pas venir faire un truc à nulle part ailleurs, j'avais dit que je ne voulais pas être chroniqueur, le type qui vient, qui fait un truc et puis qui s'en va. Et on m'a dit, non, c'est une nouvelle émission, enfin une nouvelle partie de nulle part ailleurs, vous resterez pendant toute l'émission. Donc je dis là, pourquoi pas. Et après, j'ai vu qu'avec Jérôme Bonaldi, je pourrais faire ce que je voulais. Il était ouvert à toutes les possibilités, que je pouvais parler de tout aussi, parce que moi, j'aime pas me spécialiser. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, ça m'amusait. Je trouvais que la télé, c'était une aventure moderne. Et la célébrité aussi que t'amène la télévision, pour moi, était une aventure moderne. Et je trouvais que la femme avec qui je vivais à l'époque et avec qui je vis toujours était elle-même assez célèbre. Et j'avais vu ce que c'était. C'était assez marrant de vivre avec quelqu'un de célèbre. Et t'avais envie de goûter à ça? Non, j'avais envie de voir ce que ça me ferait à moi. Il n'y a pas que toi. Hein. Elle était devenue célèbre très jeune, à 21 ans. À 21 ans, et pour une femme, c'est différent. Ça m'amusait de voir comment je supporterais ça. C'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je me souviens d'une interview de toi où tu disais que le moment où tu as un peu pris la grosse tête, j'ai dit ça, moi. Oui, enfin, où tu avais pété un peu le câble. Non, sûrement pas. Mais bon. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il est toujours en c'est fatigant. C'est le jour où tu as pécho ta femme. Et, d'accord. Non, peut-être que j'ai dit ça. T'en revenais tellement pas que... si, j'en revenais bien. Je suis assez prétentieux dans ce domaine. Voilà. Que dans celui-là. Non, dans ce domaine, oui, je trouve que rien ne m'est interdit. Mais donc, il y avait cette quête de la célébrité, en tout cas, qui non, était un moteur pas une pour quête, toi à ce moment-là. C'était l'expérience, uniquement l'expérience. D'accord. Et je pensais que je ferais de la télé comme ça, que ça allait pas m'intéresser. Et puis finalement, ça m'a intéressé. Et inversement, comment elle a vécu quand toi, t'es devenu un peu célèbre aussi? Bon, elle était habituée. À un moment où peut-être aussi sa carrière au cinéma était... Souvent on dit, mes amis, la télé m'a pas changé, j'étais déjà très prétentieux avant. C'est vrai. Donc, voilà. Mais comment tu expliques alors ce caractère prétentieux que tu peux avoir, mais pas au point de devenir une vraie tête à claque? Parce que des prétentieux, des dandys, il y en a, dans le PAF ou dans le domaine des médias. Mais toi, finalement, tu génères quand même beaucoup d'affection? Parce qu'en fait, en réalité, j'espère en tout cas qu'à la télévision, je suis modeste. Je m'efface devant mes invités. Je les invite pas pour en profiter, pour les exploiter, ni pour... voilà, et je pense que les gens ressentent que j'ai envie de les intéresser. Justement, je pense qu'il y a eu un switch dans ton image, entre, par exemple, l'époque Canal où tu étais un peu en avant, et donc là, tu pouvais passer pour quelqu'un d'assez prétentieux. Et à le moment où tu as fait une émission de débat, où tu t'es mis en retrait et tu as laissé les autres. Parce que tu deviens l'animateur. Quand tu es chroniqueur, tu dois t'affirmer. Et tu dois affirmer ta singularité aussi, puisqu'on était plusieurs chroniqueurs, on était là tous les jours. Et moi, je pensais, et Alain De Greef m'a donné raison, qu'il fallait être tous différents les uns des autres. Parce qu'on pourrait croire que quand on a des chroniqueurs autour de soi, il faudrait qu'ils soient tous pareils et qu'ils t'obéissent au doigt et à l'œil à toi en tant qu'animateur. Au contraire, d'avoir des chroniqueurs très différents, c'est plus difficile à gérer pour l'animateur, mais à mon avis, c'est bénéfique. Ça donne toute la richesse à l'émission. Oui, tu venges le public de l'autre et l'autre le venge de toi. Mais est-ce qu'à un moment, ça n'a pas été la maladie des émissions de télé d'avoir des chroniqueurs? Mais si, moi je me suis élevé contre ça quand j'ai fait Ce soir ou jamais, on me l'a beaucoup reproché, puisque j'ai fait la première émission culturelle depuis 10 ans ou 15 ans où il n'y avait pas de chroniqueurs. Alors, parce que c'était devenu, Canal avait inventé les chroniqueurs, et tout à coup, tout le monde s'est mis à mettre des chroniqueurs au détriment des invités. On l'a vu, peut-être le climax de ça, c'était sur Canal avec comment s'appelait l'émission de Michel Denisot, Le Grand Journal, où tout à coup, tu avais les invités, il leur restait très très peu de place
tout était disputé par des chroniqueurs qui eux-mêmes n'avaient pas de temps. Et on retrouve ça chez Ruquier aussi, où finalement, la vedette, c'est les deux. Oui, mais eux, ils sont pas chroniqueurs au sens où ils viennent pas faire leur petite chronique. Ce sont les intervieweurs ou les procureurs, les polémistes de l'émission. Les polémistes, au final, tu as l'impression que l'invité est juste un faire-valoir pour eux. Pas forcément, il y a des invités qui sont bien meilleurs. Mais je pense que même mais c'est vrai que le problème que ça pose, c'est qu'il y a beaucoup d'invités qui viendront pas, des invités de talent et intéressants, parce qu'ils ne viendront pas discuter avec ces gens-là. Est-ce que toi, tu as eu des refus, par exemple Tu as toujours des refus, bien sûr, mais tu as des refus parce que quelqu'un ne veut pas venir discuter avec un tel, c'est ce à quoi je fais allusion. Tout le monde n'a pas envie de discuter avec tout le monde. Et il y a des refus parce que c'était toi. Parce que des refus parce que c'était toi et des gens qui voulaient absolument pas. Mais enfin, peut-être à une époque, Frédéric, peut-être à une époque où justement il y avait cette forme de diabolisation qui se mettait en marche. Mais au départ, en tout cas, je pense pas, parce que ton présupposé, c'est de te mettre à l'écart, en retrait, de laisser les gens faire l'émission. Généralement, les gens toujours, je vais avoir l'air encore prétentieux, mais j'ai plutôt bonne réputation en tant qu'intervieweur et les gens ont plutôt envie que je les interviewe. J'ai jamais eu de problème pour interviewer qui que ce soit. Après, de ne pas venir à Ce Soir ou Jamais discuter avec certaines personnes, ça c'est possible. Je comprends très bien, d'ailleurs. Il y en avait d'autres qui... Il y a plein de raisons pour lesquelles tu n'as pas envie de faire une émission tel jour, tel soir, sur tel sujet. Il y a plein de... Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, il y a eu 2 cas, moi, je ne voulais pas trop parler de ça, mais catalogués comme sulfureux, où dans l'émission, c'était à part et c'était une interview en tête-à-tête entre toi et eux. Je parle, par exemple, c'était Dieudonné et Nab. Non, il y a beaucoup d'autres cas. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un refus des autres de parler avec eux? Non, il y a Bernard-Henri Lévy aussi. Il y a au départ, au tout début de l'émission, il y a des invités à un moment que j'interviewe devant le miroir du maquillage. C'est au cours de l'émission, mais il y a eu le grand historien britannique Eric Hobsbawm. Il y a eu des tas de gens comme ça à qui je faisais une interview. D'un temps variable, et à un moment Dieudonné était là. Après, quand l'émission est devenue quand elle était hebdomadaire, où j'avais plus le temps de faire des tas de variations que je faisais quand elle était quotidienne, où c'était donc un grand débat, avec tout le monde au milieu, au même endroit, et quelquefois des gens qui arrivaient, il y a eu le cas de Bernard-Henri Lévy et le cas de Marc-Édouard Nab, que j'ai pris à part. Et pour des raisons, à la fois similaires et différentes, c'est que Bernard-Henri Lévy voulait pas discuter, voulait pas être en débat. On allait parler de la guerre en Libye et j'estimais que je pouvais parfaitement le recevoir tout seul sur ce sujet, et qu'après, ceux qui étaient là et qui ont protesté de la même manière... Oui, parce que c'était aussi lui donner une tribune à un moment particulier. C'était lui donner une tribune, et les autres ont dit, non, nous, pourquoi il est tout seul, pourquoi on ne peut pas lui parler? Et je leur ai dit, ce que j'ai dit aussi après l'interview de Nab, vous pourrez le critiquer, et il ne vous répondra pas, puisqu'il s'en va. Et dans le cas de Nab, moment bien connu, où parce que des tas de gens refuseraient de discuter avec Nab, vraisemblablement que lui aurait refusé de discuter avec eux, aussi, je l'ai mis à part, mais exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ensuite, ils ont pu dire tout le mal qu'ils pensaient de Nab sans que lui puisse répondre. Ça m'amène à une autre question. Est-ce que quand on est à la télé, on peut garder ses amis? On peut, oui. Enfin, après... C'est pas spécialement la télé, peut-être que c'est la notoriété, la célébrité. Non, mais pour moi, il n'y a pas ce problème-là. Après, quand tu es à la télévision et que tu fais une émission aussi, on va dire, stratégique que Ce Soir ou Jamais, parce que pendant 10 ans, ça a été une émission très stratégique pour les intellectuels, pour un certain nombre d'artistes. Tu as évidemment des pressions, alors pas du tout les pressions que les gens s'imaginent de la part du pouvoir, de la part de la direction, pas du tout. La direction de France Télévisions, les deux directions, les directions successives m'ont toujours totalement soutenu. Des gens qui voulaient passer à tout prix. Voilà, jusqu'à la direction Delphine Ernotte, c'est ça. Parce que tu as les pressions des gens que tu connais, ceux que tu ne connais pas, ceux qui ont ton numéro, ceux qui t'appellent, ceux qui te demandent ceci, etc. Tu en as tout le temps, tout le temps. Il y a ceux qui veulent avoir un traitement de faveur, il y a ceux qui veulent être tout seuls, il y a ceux... Voilà, c'est constamment ça, mais après tu débrouilles. Cette question n'est pas innocente, je pensais à Thierry Ardisson et Nab, justement. Thierry Ardisson, à un moment, il t'avait taclé parce que il te reprochait de recevoir les gens que lui, il a reçus pendant 10 ans. Non, il ne me l'a jamais reproché, vraiment. Ah, si, un peu, quand même. Bon. Non, Thierry, au début... aime pas beaucoup Ce Soir ou Jamais, il lui arrive même d'en dire du mal, à une époque où tout le monde en dit du bien, et je reconnais là son dandisme très particulier. C'est parce que je suis parti, j'ai quitté Paris dernière, et qu'au même moment, je crois qu'il est producteur d'une émission sur France 4, je crois qu'il est au même moment. Bon,
voilà. Mais sinon, Thierry, on est toujours très proches et très complices. Et Nab, a priori, n'a pas été très tendre avec toi dans un de ses bouquins. Mais parce que, oui, je crois, je ne l'ai pas lu, mais parce que Marc-Édouard, comme souvent, croit que tout leur est dû. Il y a un côté de terre brûlée chez Nab, de toute façon, il est capable peu importe, je ne dis jamais ni de mal ni de bien de Marc-Édouard aujourd'hui, parce qu'on est fâchés depuis très longtemps maintenant, mais j'en dirais pas de mal. Il se trouve qu'il m'a reproché, entre autres, de ne pas l'avoir invité, et je lui ai expliqué à l'époque pourquoi je ne l'invitais pas, et je continue de penser que je n'avais pas à l'inviter, que je ne devais pas l'inviter, et je n'ai aucun regret. Est-ce que presque par déontologie, tu te refuses à toute, justement, amitié qui pourrait avoir des liens trop proches avec... Non, il y a des gens dont je suis l'ami, on ne le sait pas d'ailleurs. Moi, ce serait très facile, mais on m'a reproché alors d'être un dandy totalitaire, d'être un fasciste, un nanar de droite, un islamo-fasciste, un rouge-brun, un nanar de droite, un anti-sarkozyste primaire, j'ai eu droit à un anti-Hollande primaire. Ne jamais rien démentir, voilà, premièrement, ne jamais justifier, ne jamais dire... En fait, ce qu'ils voudraient tous, c'est que je leur dise enfin... pour qui je vote. Alors, il se trouve que je ne vote pas, mais si je devais voter, pour qui je voterais? Ça aurait été extrêmement facile, j'aurais pu dire dès le début, ben voilà, je vote pour machin, et puis mes amis, pas ceux que vous m'attribuez en permanence, mais mes vrais amis, c'est un tel et un tel. Voilà, tout le monde aurait été, ah bon, mais ça aurait jeté sur moi, et en tant qu'animateur de débat, un voile, on se serait dit, mais en fait, il n'est pas du tout objectif, en fait, il est de ce côté-là. Et voilà, donc je n'ai jamais voulu le faire. Le prix à payer de ça, c'est qu'on vous prête des opinions scandaleuses. Puisque je ne les dis pas, c'est que ça doit être nauséabond, comme on dit. Et alors qu'il aurait suffi que je dise, ben voilà, c'est ça, et puis voilà. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je veux qu'on continue de penser que je suis neutre, et je le suis, en dépit de ce que je viens de dire. Pour te récompenser, on va écouter un autre titre de jazz de ton choix. Donc mettez-vous en position pour apprécier un morceau de jazz. Mettons-nous en position. Attends, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Art Blakey que vous allez entendre là, c'est-à-dire le type qui a révélé un nombre de très grands musiciens de jazz. Ouais, on y va. Alors, Ignorant, c'est le morceau que personne n'a c'est- entendu, mais c'est de ça qu'on s'est fait traiter pendant C'est là où c'est terrible, c'est qu'il y avait écrit Art Barclay, alors que c'est Art Blakey. Art Blakey, c'est le batteur. Celui que vous avez entendu à la trompette, c'est Lee Morgan, un extraordinaire trompettiste qui est mort très jeune, qui a été assassiné. Ça devrait vous plaire, ça, non? Oh, putain, Ça devrait nous plaire, nous. Hein. je ne sais pas si c'est décent de continuer. Histoire de mais ça fait mafia, qu'il est de mort. cul et de c'est ça? La question que je me posais, moi, c'est finalement à quoi servent les émissions de débat, sachant que les gens qui sont invités, de toute façon, ne changeront pas d'avis, et voire même les gens qui regardent ne changeront pas forcément d'avis non plus. Il y en a certains quand même, un peu. Et que sur Internet, les gens qui repostent les émissions, c'est pour toujours alimenter leur discours pour l'un ou pour l'autre. Oui, mais ça, c'est une petite minorité. Sur les je sais pas, 700 000 personnes qui regardaient Ce soir ou jamais, régulièrement, ils ne mettaient pas tous des extraits sur Internet, Non, ils mais ne je veux mettaient pas dire- tous des commentaires sur Non, mais Twitter. est-ce que C'est-à-dire la répercussion de ça, c'est pas savoir le nombre de gens qui font ça, c'est la Mais répercussion de ça. ce que je veux dire, après, tu sais pas ce que ça peut inspirer. Puis il y a des gens très jeunes, moi, souvent, qui me parlent de l'émission, ils me disent c'est une émission qui m'a forgé. Absolument. Mais je sais pas dans quelle direction. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, je crois que c'est quand on comprend pourquoi les gens ne sont pas d'accord qu'on comprend où est le problème. Et c'est, à mon avis, à ça que servent les débats. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir des débats à la télévision, et surtout des vrais débats avec des gens qui ne sont pas d'accord, mais pas seulement gauche-droite, un peu bêtement, majorité-opposition, parce qu'on sait très bien que ça ne se résume jamais à ça. Ça va Il faut beaucoup avoir plus des loin, vrais là. débats avec des opinions vraiment divergentes, et là, tu comprends où est le problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des débats qui sont, j'ai envie de dire, voués à l'échec? Par exemple, un énième débat sur le conflit israélo-palestinien, sur l'islamophobie, sur des choses comme ça. Parce que il faut jamais faire C'est des sur débats des aussi sujets vastes. casse-gueule. Il faut le faire avec un angle. Tu fais pas un débat sur le conflit israélo-palestinien. Maintenant, À chaque nouvel événement. mais c'est vrai que c'est pas un débat que j'ai fait très souvent parce que je sais d'abord qu'il y a trop de Trop de clivages, trop de marqués. clivages, etc. Et j'ai essayé de le faire en faisant venir des intellectuels israéliens, par exemple, en mettant toujours des juifs et des arabes des deux côtés, c'est-à-dire des juifs qui étaient contre la politique de l'État d'Israël et des arabes qui étaient contre les arabes qui critiquaient pour essayer de montrer que c'était pas C'était beaucoup plus complexe. Et puis que c'était pas ce qu'on voudrait en faire ici, c'est-à-dire de transposer ce conflit ici entre les juifs et les arabes. J'ai toujours trouvé ça
ça épouvantable, et donc j'ai toujours essayé de montrer que c'était pas ça, quoi. Et en restituant finalement beaucoup de complexité aussi, et ça va dans le sens de la de complexité, oui. Dans le sens de ce que tu définis même de ton travail de journaliste, toute ta vocation. C'est de montrer un petit la peu. complexité. Et même ce rapport à soi-même, être capable d'être contre soi-même, contre Absolument. la doxa bien sûr, contre les opinions courantes, contre son camp, chose qui malheureusement de nos jours dérive vers au contraire des opinions de niche beaucoup plus aggravées par les réseaux sociaux. C'est encore pire, c'est que comme les débats, les polémiques, les clashs comme on dit aujourd'hui sont excités par l'importance qu'on accorde aux réseaux sociaux, les journalistes, ceux qui font profession d'animer des débats quand il y en a, ce qui est rare, mais ou de donner leurs opinions, tous les journalistes se sentent obligés de mettre leur opinion en bandoulière pour rassurer, souvent leur propre profession d'ailleurs, pas tellement les gens qui s'en foutent, et donc évidemment, une fois que tu affiches tes opinions et que tu travailles plus au service de la vérité, mais au service du bien, il faut que qu'on aille vers le bien. Alors on s'en fout de la vérité, on va un peu, éventuellement même, alors quand elle est embarrassante, on l'enlève, quand elle dit pas ce qu'elle devrait dire, on la change, mais souvent en fait l'éthique du bien a remplacé l'éthique du vrai, et donc ça pose des tas de problèmes, et c'est pour moi le grand problème de l'absence de confiance dans les médias, il est là. Tu parlais de notion de bien, de mal, et par exemple quand tu faisais Paris Dernière, est-ce que justement la nuit c'est pas un truc où il y a plus de bien et de mal? Je crois pas, c'est que la nuit, on pourrait dire... Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience pendant des années d'écumer la nuit parisienne? C'était un peu c'était de pouvoir vivre 6 ou 7 existences à la fois, ce que tu n'arrives jamais à faire et que je n'arrive plus à faire depuis maintenant. Maintenant, quand je sors le soir, je sors dans mon milieu, comme tout le monde. À l'époque, je vivais dans tous les milieux à la fois. Je pouvais rencontrer dans une seule soirée de Paris Dernière des gens tellement différents qui ne se seraient jamais croisés. Donc, c'est aussi que la nuit est un formidable révélateur d'une époque. Ça, je l'ai toujours pensé et je l'ai vérifié à ce moment-là. Je suis sûr qu'on pourra regarder, si c'est pas trop daté, filmiquement parlant, si on regarde Paris Dernière dans les années 2030-2040, quand on aura la nostalgie des années 2000, du début des années 2000, on regardera Paris Dernière et je suis sûr qu'on trouvera là, en germe, tout ce qui s'est passé par la suite. Parce que la nuit, c'est un formidable révélateur de tout ça. La nuit, tout est plus violent, plus électrique, plus tendu d'une certaine manière, et en même temps, plus détendu. C'est très bizarre. Pour conclure, comment tu as vécu ce qu'on peut appeler quand même ton éviction de... Éviction, pardon. T'inquiète. Ignorant. France Télévisions. Ignorant. France Télévisions. Mais c'est pas comme on l'a raconté. En fait, toi, tu as envie d'y retourner, c'est pour ça que tu dis. C'était pas vraiment comme ça. C'est pas comme on l'a raconté. Je suis arrivé la parole par rapport à ça. Arty. Arte. Sur Russia Today. En donnant. C'est pas Arte. Non. En donnant une interview au Monde où j'ai dit que la présidente de France Télévisions ne connaissait rien à la télé et que c'était un gâchis, j'étais comme un joueur qui s'interdit de casino. Je savais très bien que par la même occasion, évidemment, France Télévisions, tant qu'elle serait là, ne me proposerait plus de travailler là. Donc j'étais conscient de ce que je faisais. Ils ont arrêté Ce Soir ou Jamais, comme souvent on arrête les émissions parce qu'on veut imprimer sa marque. Donc on se dit, je vais arrêter ça et puis moi je vais faire mieux. Il se trouve que là, est loin d'avoir fait mieux. On m'a donné une autre émission, mais qui avait beaucoup moins d'intérêt, dont j'ai claqué la porte moi. J'ai pas été évincé de cette émission. J'ai dit que j'arrêtais cette émission. On t'a progressivement poussé. Alors on m'a mis au téléachat, ce genre de choses. Non, on m'a donné, après avoir fait pendant 10 ans l'émission culturelle française la plus longue de l'histoire, on m'a donné une mensuelle. Alors effectivement, c'est de dire que j'étais pas forcément dans les petits papiers de l'équipe actuelle. Mais ce que j'ai reproché à cette équipe et ce qu'elle me reprochait par la même occasion, elle me reprochait de faire des émissions trop intelligentes. Voilà, ça m'a été dit. On m'a dit il faut baisser le niveau, c'est trop intelligent. Mais la case aussi, la case dans laquelle t'es. Les gens 23 heures, c'est bien de le dire parce que ça traduit aussi quand même beaucoup le mépris d'un certain nombre de gens. Mais moi, je là, crois on que est à la tête en plus du service public. C'est l'incompétence totale. Tout à fait. De celle. Mais qui s'appuie vraiment sur un mépris en se disant finalement les gens ne vont pas avoir accès à ce type d'émission. Non seulement ils vont pas y avoir accès. Il y avait toujours l'argument. Et en plus, ça va les faire fuir sur TF1. Il y avait toujours l'argument que les gens, dans les sondages, réclamaient toujours plus de culture, mais ne la regardaient pas à la télé. Ça, c'est la différence bien connue entre l'attitude et le comportement.
Effectivement, si dans un sondage on dit qu'est-ce que tu voudrais à la télévision, tu vas dire je veux plus de culture, et puis quand tu es devant avec ta télécommande, tu regardes autre chose. On sait très bien quand on fait une émission culturelle, à la télévision, on peut espérer aller autour de 1 million de gens qui vont être fidèles. Quand c'est déjà énorme pour le créneau horaire sur lequel tu étais programmé. Absolument, non, c'était parfait. Et donc, mais ce million-là, il ne va pas être là tous les soirs quand tu fais une quotidienne, il ne va pas être là toutes les semaines quand tu fais une hebdo. Mais tu sais que grosso modo, tu peux espérer aller à 1 million et demi de gens que ça intéresse. Après, ils vont la regarder ou ils ne vont pas la regarder. Et donc, mais tu dois l'accepter. Et de penser qu'en baissant le niveau, tu vas faire plus est une erreur. Voilà, et ce qui s'est toujours révélé une erreur. Alors là, on va écouter un disque, pas de ton choix, du mien. Ah. Oui. Bon, bah, baissons le niveau, il n'y a pas de problème. Le mépris, Je comprends qu'il t'ait viré. Mais moi aussi, je comprends. Tu vois. Je suis leur ennemi, ils le savent. Et donc là, on va écouter un truc qui est peut-être le problème des débats, des fois, c'est les gens qui parlent trop. Et donc, c'est Run DMC, You Talk Too Much. Shut up! Et ben voilà, Eros, tu es apparu comme une sainte apparition. Comment ça va? Toi qui aimes le jazz, on t'a ramené un noir. Ça va tranquillement et vous? Écoute, ça va plutôt bien. Surtout, on ne demande jamais comment ça va. Bref, voilà, merci. Toi, t'es mon pote, je te ramène si tu veux. Putain, Avant de se quitter. Alors, nous aussi, on fait de la culture. Oui, il n'y a moi aussi, pas que t'as des- toi, voilà. monsieur. Donc on a des livres à présenter. Fais-nous un peu Voilà, un tu vois, topo sur ta très souvent, culture on confond la congolaise. culture avec acheter ça. Mais c'est pas acheté, on va expliquer pourquoi c'est bien. Donc ça, c'est l'Odyssée de la mixtape par Bursty de Brazza. Alors Bursty de Brazza, c'est un ex-rappeur, ex-producteur, Ex-journaliste. ex-journaliste, ex-beaucoup de choses. Et donc là, il a fait un gros travail d'archiviste pour répertorier toute l'épopée des mixtapes, qui a été un élément très important dans la diffusion de la musique rap. Donc c'est vraiment un gros travail d'archives, il y a tout qui est répertorié, toutes les cassettes, il y a des grosses interviews de Cut Killer, de DJ Clyde, qui était le premier mec à précurseur. avoir fait une mixtape en France. Donc voilà, comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors bon, les disques de Bursty, on peut les oublier. Par contre, son livre est vraiment bien, ses livres c'est vraiment bien, donc voilà, il y a toutes les mixtapes qui sont répertoriées. Donc c'est un grand pan de la culture hip-hop, la mixtape, donc je pense que c'est bon à avoir. Puis pour faire plaisir à Frédéric Tadei, voilà, moi j'ai ramené ça, Le Jazz et les Gangsters de Roland Maurice. Oui. C'est un bouquin qui montre un petit peu Frédéric qui est fan des gangsters. Voilà. Ah mais cela, et oui, des parce mafieux. que sans les gangsters, les premiers grands jazz. Voilà, ça explique. Pareil avec le rap, tu sais. N'aurait jamais pu sortir puisque les Américains méprisaient les Noirs et les seuls qui s'y sont intéressés sont les gangsters. C'est la mafia juive et italienne, voilà. Et sont les seuls qui les ont payés à leur prix aussi. Après la guerre de sécession. Ils comprenaient bien que le succès de leur boîte tenait à la qualité des musiciens qui. Et ça a été la même chose pour le rap. Ce qui n'empêchait pas le mépris et le racisme aussi. Oui, enfin, le bouquin parle aussi de ça, de carottes de musiciens, etc., de mecs qui touchaient jamais les cachets, etc. Mais ça montre que tout ça s'est développé grâce à la mafia juive et italienne, avec finalement à laquelle ils avaient des similitudes. Alors le style est pas fou parce que c'est un truc un petit peu universitaire, donc faut pas s'attendre à un style de folie, mais en tout cas c'est très très instructif. Ça s'appelle Le Jazz et les Gangsters de Ronald. Et comme on t'aime bien malgré ton mépris dégueulasse. Eh ben je te le revends. Moi, méprisant, c'est quand même dingue. Les gens témoigneront de ma dans la gueule. Eros, t'es pas venu les mains vides. Moi, je suis venu juste pour parler de Jérôme Thomas et de son livre disque, qui est sur l'art pictural. C'est pas seulement graffiti, en fait, c'est quand il y a des curateurs, c'est-à-dire qu'il y a des mairies, des galeristes qui s'investissent, qui payent de la machinerie, c'est-à-dire des nacelles, des échafaudages, pour que des murs entiers de plusieurs mètres carrés soient décorés dans certains quartiers. Merci. Et en fait, ça passe par le Chili, l'Allemagne, la France, Portugal, par plein d'endroits. Et c'est des artistes actuels qui exposent de temps en temps. Certains sont plus spécialisés graffiti, d'autres sont plus dans l'art pictural. Dans l'ambiance. Voilà, ils ambiancent des quartiers, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer l'aspect d'un quartier en 2-3 jours. Généralement, c'est des œuvres qui restent... Parce que c'est quand même des fraises qui sont gigantesques. Qui sont gigantesques, qui restent quelques mois, des fois qui restent à vie dans le quartier. Souvent, c'est des quartiers où il y a des bâtiments de destruction abandonnés, et d'autres, c'est des quartiers, on va dire, de zones sensibles. Donc,
un livre vraiment, vraiment beau, avec des interviews, un film à la fin. Parce qu'à la base, c'était un documentaire. Donc ça, c'est le bouquin qui accompagne le documentaire. Et donc le documentaire a le même titre, Sky is the Limit. Donc, on le conseille. Est-ce que tu le veux? Non, je vous le laisse celui-là. Oh, le mépris. J'ai mal présenté peut-être. Non, mais vraiment. Je veux pas un livre d'ignorant, Très bien laisse-le. présenté. Laisse. C'est pas la question, c'est que David. celui-là rentre dans mon blouson et pas celui-là. Oh, c'est le tout. fainéant. Le feignant en plus. Dernier ouvrage que je Avant-dernier. Avant-dernier, excuse-moi, que je recommande pas parce que j'ai pas pu l'achever. Donc le livre Ali, une somme, écrite par un journaliste américain, Jonathan Haig, mais qui m'intéresse, qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que Mohamed Ali, on connaît l'immensité du personnage, bien sûr. On entendra parler de lui un jour. Je pense aussi. Il a eu une petite carrière dans la boxe, figure politique, figure militante. C'est un peu le Brahim Maslow américain. Le René Jacot. Le manque de respect. Qui, au moment de sa mort, bien sûr, a créé toute une synergie comme ça d'opinion très hagiographique envers lui. Et donc j'espère que ce livre-là, justement, ne rejoint pas ce concert uniquement de louanges, parce que certes, on doit reconnaître l'immensité des apports de Mohamed Ali à la culture contemporaine, Cassius Clay. Mais bon, il y a aussi toute une face sombre de Mohamed Ali, et j'espère qu'elle est explorée dans cette somme-là. C'est ce qui m'intéresse aussi, parce que moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal avec Mohamed Ali, eu égard à sa rivalité avec Joe Frazier. Tu veux dire que tu étais du côté de Joe Frazier? J'étais clairement du côté de Joe J'ai Frazier. jamais eu aucun goût. Mais... Non, pour plein de raisons. C'est qu'on peut passer beaucoup de choses. Je veux dire que tu es plus du côté de la fouine que de Booba. Non, au final, il a été d'une immense violence au moment de cette rivalité avec Joe C'est vrai que Frazier. c'est une tache noire dans sa carrière, il était dégueulasse. Avec Il ça. a été horrible et on lui a Le trash vraiment talking. passé ces choses-là. Ça allait plus loin que du Mais ça trash reste talking Mohamed quand Ali, tu vois et à tu quel parles point trop, donc ça lui. Voilà. ça a brisé Pour la vie de terminer, Frazier. Mais une bon. petite BD, Radical Wars, une plongée dans la radicalisation armée, c'est de El Diablo. El Diablo qui est l'auteur de Lascar et puis également récemment de Wesh Caribou. Cette fois-ci, voilà, c'est un bouquin qui prend un petit peu le parallèle avec Star Wars pour les gens qui partent faire le djédaïsme. Voilà, c'est un petit peu un truc qui... un petit peu pédagogique pour les plus jeunes, c'est pas mal. Ça fait rigoler parce que les personnages d'El Diablo sont complètement débiles. Par contre, à chaque fin d'histoire, il n'y a pas vraiment de vanne. Hein. C'est quand même un truc qui reste un peu... Ça reste dégoupillé, rigolo, mais le fond ne l'est pas. Voilà. Voilà. C'était Get Busy numéro 2, avec Cher, Oui. avec Heroes, revenu des enfers, avec David, Qui est venu à l'appel du jazz. à l'appel du jazz. J'ai entendu Et du puis jazz. évidemment avec Frédéric Tadei, merci. J'ai essayé de vous convertir à la vraie musique, mais je vois que c'est pas la peine. Ouais, de toute façon, on se retrouve bientôt. Et Tu puis, nous as convertis à la vraie vie et on t'en remercie. voilà, c'était Get Busy, on se retrouve bientôt. Et puis, comme dirait l'autre, ne nous suicidons pas maintenant, on a encore des gens à décevoir. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine,
Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.